démarrer. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Baldini et j'ai la responsabilité du marketing de la communication chez Refashion, en charge dans le cycle de vie du produit de la partie consommation, donc tout ce qui concerne la sensibilisation, l'information aux citoyens. Et comme vous le savez, le fonds de réparation et le bonus réparation est destiné aux citoyens. Voilà. Donc, c'est presque une date anniversaire, car il y a pas tout à fait, mais presque un an, on se voyait pour un premier webinaire auquel certains d'entre vous devaient participer, avec cette volonté de consulter très largement, après la démarche qui avait d'ailleurs été faite par la DGPR et l'ADEME, tous les acteurs de cet écosystème de la réparation. Voilà, donc le rendez-vous avait été pris en 2022. Et depuis, on a beaucoup avancé, comme vous le savez pour certains d'entre vous, parce que vous nous avez accompagnés dans ces avances. Et au mois d'octobre, nous avons reçu, en 2022, nous avons été ravis d'accueillir Elsa, que vous connaissez aussi et que je vais laisser vous dérouler cette présentation aujourd'hui pour s'occuper spécifiquement du fonds réparation. Donc voilà, Elsa, floor is yours. Toi. Merci. Alors, bonjour à toutes et tous. Effectivement, vous êtes déjà un peu nombreux normalement à me connaître. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc effectivement responsable du fonds de réparation et ce depuis octobre dernier. Et l'idée de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous accueillir toutes et tous avec qui on a échangé de manière formelle, informelle, distante ou moins, sur ce qu'est le fonds de réparation aujourd'hui dans ses grandes largeurs, sur tous ses aspects. On va reprendre dès le début, donc dès la préconfiguration et le cadre réglementaire du fonds, parce que vous êtes nombreux et du coup avec des niveaux d'information très différents les uns des autres et des attentes et des besoins également très différents des uns des autres. Donc, on va fonctionner de façon assez simple. Vous allez avoir accès évidemment aux questions-réponses, à l'onglet questions-réponses. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. On y répondra en fin de webinaire parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait beaucoup de questions auxquelles il y ait des réponses au cours de la présentation. Je vous demanderai simplement pour les questions très spécifiques de plutôt vous tourner vers moi directement dans un temps 2, parce que comme le contenu va être déjà assez intense, on va essayer de faire au plus simple. Voilà, le webinaire est enregistré, donc vous aurez également accès au replay et puis on vous diffusera la documentation quelques jours après la fin de ce webinaire. Alors, qu'allons-nous voir ensemble? On va d'abord revoir donc le rappel de l'agrément que Refashion a renouvelé donc en ce début d'année 2023. Ce que nous avons fait jusqu'à présent, les actualités en cours du fonds. Ensuite, nous verrons ce qu'est la labellisation des réparateurs. Nous verrons également les expérimentations qui ont été menées. Les outils de communication, vous pourrez avoir une petite mise en bouche de ce que l'on va vous proposer par la suite comme forme graphique pour le bonus, réparation et tout le reste. Les actions complémentaires au fond, et je vous expliquerai très vite ce que c'est, et puis évidemment les prochaines étapes. Et je m'excuse pour ma barre de tâches qui reste affichée en bas de mon écran pour une raison que j'ignore, mais ça ne devrait pas vous gêner outre mesure. Donc, le nouvel agrément. Donc, Refashion, en janvier, a été renouvelé dans son agrément auprès des pouvoirs publics, et plus particulièrement du ministère de la Transition écologique, pour à nouveau être en charge de la gestion de la fin de vie des déchets de la filière textile, linge de maison, chaussures. Dans le cadre de ce nouvel agrément, il y a eu des petites nouveautés. Il y a eu, entre autres, le fonds réparation. Donc, la réparation a été considérée comme un des facteurs pouvant ralentir la fin de vie des textiles et des chaussures et donc limiter le fait que ça finisse à la poubelle. Ce fonds réparation, comment il a été imaginé? Il est sur les 6 ans à venir, comme l'agrément général de Refashion. Et il a des enveloppes qui sont composées de 2 typologies différentes et qui sont progressives dans le temps. Donc, vous voyez, on commence en 2023 avec 7,3 millions, on finit en 2028 avec 44 millions.
Ce sera en tout 154 millions qui seront donc utilisés par le fonds réparation dans le cadre du cahier des charges établi par les pouvoirs publics. Cet argent, pour ceux qui ne sauraient pas d'où ça vient, ce n'est pas de l'argent public, c'est de l'argent privé. Ce sont les metteurs en marché, les marques, qui payent une éco-contribution sur les produits qu'ils mettent en vente chaque année. Et cette éco-contribution permet pour partie de financer le fonds réparation. L'objectif que nous donne l'État sur ce fonds réparation, c'est que d'ici 2028, on atteigne 35% de pièces réparées en plus. On parle bien de pièces réparées, non pas de réparations supplémentaires, sachant que, donc c'est un peu caché, mais vous l'avez sur le bas à droite de l'écran, on part donc de 16 millions d'après les chiffres de l'ADEME de 2019, et donc le but est d'atteindre 21,6 millions de pièces en 2028. Donc vous voyez, je vous disais, il y a deux enveloppes. L'enveloppe principale qui est le bonus réparation, qui est l'enveloppe principale et qui est celle que l'on se doit de dépenser. Et la plus petite enveloppe est celle des actions complémentaires, qui est un ensemble d'actions, je vais vous détailler par la suite, qui nous permettra d'aider à la promotion du bonus réparation. Donc le dispositif, focus sur 2023, qui est notre première année d'exercice. Donc comme je vous le disais, deux enveloppes à montant égal, c'est une exception pour 2023. Donc 3,7 millions sur le bonus réparation et 3,7 millions sur les actions complémentaires. On est à 50-50 parce que c'est une revendication qu'on a demandé au moment de la création du cahier des charges, puisqu'on s'est dit qu'on aurait besoin de moyens conséquents au lancement du fonds pour le promouvoir, pour lancer toutes les actions de démarrage. Et puis après, dans le temps, les choses s'installant, on en aura moins besoin. Donc, on va non plus être sur une logique de 50-50, mais de 75-25. Donc, en 2023, nous avons 3,7 millions dédiés au bonus réparation, qui est donc ce soutien financier à l'acte, et je précise bien à l'acte, puisque c'est dans le cahier des charges, on ne parle pas d'un soutien global à un chiffre d'affaires, par exemple, pour un réparateur, mais bien d'un soutien à la réparation pour les textiles et les chaussures, et qui est à destination du consommateur. On a imaginé plusieurs vagues. La vague 1, celle qui est aujourd'hui vraiment définie, elle contient 9 réparations éligibles, 4 côtés retoucherie et 5 côtés cordonnerie. Les actions complémentaires, donc comme je vous le disais, qui sont cet ensemble d'actions que l'on va mener et qui sont là pour garantir le bon succès donc, de la première enveloppe, du bonus réparation. Elles ont 3 missions. Elles doivent sensibiliser les consommateurs, elles doivent rendre visibles les réparateurs et elles doivent permettre à la profession de monter en puissance, donc de se former sous différents angles. Alors, comment on a procédé ? Là, petit rappel des faits. Donc, Sandra vous parlait en préambule du webinaire consommation qui a été fait en juillet 2022. Le webinaire, effectivement, il était la conséquence ou la suite ou la conclusion d'une enquête consommation qui avait été faite pour savoir quel était le rapport des Français à la réparation. Il y avait des freins qui ont été identifiés assez vite. On a parlé de manque de connaissances des réparations faisables, du manque de connaissances sur le coût des réparations, de manque de connaissances du réseau de réparateurs et du manque de confiance envers ces mêmes réparateurs. Donc ça a été vraiment le point de départ de notre travail, ça a été cette étude consommation. Ensuite, on a mené des groupes de travail, donc sur octobre et novembre 2022, avec des différentes parties prenantes de métiers. Il y a eu ensuite, à partir d'octobre, et puis jusqu'à aujourd'hui, et ça va continuer après, des échanges bilatéraux avec, là encore, différentes parties prenantes, des fédérations, des marques, des réparateurs indépendants, des réparateurs sous forme de franchise, des prestataires divers et variés. Enfin, vraiment, on est allé à la rencontre de tout ce qui fait aujourd'hui les métiers de la réparation. On se retrouve aujourd'hui, donc, mai 2023, avec notre webinaire de lancement où vraiment on rend la chose officielle. En parallèle, on a eu plusieurs échanges avec les pouvoirs publics. Je vous le disais à l'instant, on a eu notre réagrément déjà de ReFashion en janvier. Et puis, entre mars et avril, on a eu différents rendez-vous avec des instances administratives des pouvoirs publics auxquelles on a présenté au fur et à mesure les avancements, les progressions, la façon dont on développait notre plan d'action, comment on interprétait
le cahier des charges. Et c'est eux aussi, au fur et à mesure, qui nous ont donné l'aval pour continuer et avancer dans le projet. Toujours en parallèle, on a commencé à développer notre outil informatique, puisque c'est une des choses sur lesquelles le temps est peu compressible et qui nous demandait énormément d'efforts. Donc, on a commencé dès janvier. Il est pleinement opérationnel aujourd'hui sur la première étape, qui est la partie de la labellisation, et il sera pleinement opérationnel en octobre pour la deuxième partie, qui sera celle de la déclaration du bonus réparation. Nous avons mené donc en mars et en avril des expérimentations liées au bonus, plus particulièrement les réparations qui vont être éligibles, leur montant, leur typologie, mais également des expérimentations sur les outils de communication que vous verrez par la suite. Nous sommes en mai, nous sommes même presque en juin, nous avons commencé le recrutement, nous avons enclenché plutôt la machine pour le recrutement des réparateurs pour venir se labelliser au fond et donc au dispositif. En parallèle, nous menons également la communication envers les professionnels, donc la communication B2B sur différents axes, qui va démarrer en même temps que l'ouverture de la plateforme de labellisation, évidemment, et qui va, comme le reste, jamais s'arrêter. Et puis, en septembre-octobre, nous commencerons la communication envers le grand public pour les sensibiliser donc à l'ouverture du dispositif. Donc, je vous le disais à l'instant, mai-juin, on ouvre la labellisation, c'est pour ça qu'on vous a réunis aujourd'hui. Et octobre, on ouvre la plateforme qui permettra de déclarer le fameux bonus réparation. Alors, un petit peu d'explication sur comment nous avons travaillé avec nos groupes de travail. On a fait 8 réunions, 2 collectives et 3 séparées par métier. Le premier rendez-vous, c'était la session 0, c'était celle où on a fait connaissance les uns des autres et où on a rappelé le contexte que je viens de vous présenter, les objectifs et puis les travaux déjà réalisés, donc notre fameuse étude consommation. La session 1 et 2, qui étaient donc chacun de son côté, on a commencé à imaginer ce que pouvait être ce bonus réparation. Est-ce qu'on parlait de produits garantis, hors garantie, à quel type de produit on l'appliquait, le type de réparation à couvrir, quels allaient être les niveaux. En fait, on avait une espèce de grand tableau et on a joué aux dames et on a enlevé, on a rajouté, on a challengé pour avoir un premier dimensionnement de ce que ça pouvait être. On a également commencé à réfléchir sur ce que pouvaient être les autres soutiens, donc notre fameuse enveloppe d'actions complémentaires, comment en parallèle on pouvait mener d'autres actions qui seraient utiles à tout le monde, à la profession, aux citoyens, pour garantir le bon succès du dispositif. La session 3, donc on savait déjà un peu à quoi ça allait ressembler et donc on est rentré un peu plus dans le détail. On a réfléchi à notre calendrier de déploiement, on a réfléchi à nos critères de labellisation, on a réfléchi à nos expérimentations. Et puis la session 4, évidemment, il fallait restituer à un moment, donc on s'est à nouveau retrouvés. On a fait une synthèse des travaux chacun de son côté, on a mis en commun pour aussi comparer les problématiques, même s'il y a beaucoup de choses en commun, il y a aussi des problématiques qui sont propres à l'un ou à l'autre des métiers. Et puis on s'est mis d'accord sur les prochaines étapes. Alors, comment ça va se passer? Donc, la vague 0, celle dont je viens de vous parler à l'instant, qu'on a imaginée avec les groupes de travail et puis en amont de toute la création du dispositif, c'est celle-ci, c'est celle qui est en phase depuis janvier 2023 et qui va être jusqu'en septembre 2023, donc vraiment juste avant l'ouverture du fonds aux citoyens. Il y a d'abord, oui, évidemment, toute la mise en place des différentes procédures nécessaires à la création de ce dispositif, les critères de labellisation que je vais vous présenter par la suite. La création de l'outil informatique, comme je vous disais, c'est quelque chose d'assez complexe puisque tout repose dans l'outil informatique. Le lancement des expérimentations, donc, la création d'une base de données des réparateurs, et ça, c'était pas rien puisque on a aujourd'hui une population qu'on estime à peu près à 11 000 personnes. On a fait des achats de bases INSEE. On a croisé avec des bases de données qui nous ont été fournies par d'autres acteurs, les fédérations, par les CMA via les réseaux réparateurs, etc. On a agrégé tout ça et puis au fil de l'eau, on va continuer à l'agréger et surtout, on va la qualifier pour être de plus en plus pointu et savoir à qui on s'adresse. Et puis, on a commencé évidemment à travailler et on va continuer sur tous les supports de communication.
À partir d'octobre et donc jusqu'à janvier 2025, on attaque la vague 1, qui est la vraie en fait, vague opérationnelle du fonds et qui va être celle qui va vraiment être visible pour le grand public. Donc, la plateforme de labellisation sera déjà opérationnelle et les réparateurs pourront se labelliser. La plateforme de déclaration, elle aussi, sera tout juste opérationnelle et on pourra lancer les aides financières envers le citoyen. La première série de réparations éligibles dont je vous parlais précédemment, elle aussi sera en place. Les actions complémentaires que l'on est en train d'imaginer, qui seront elles aussi en train de prendre forme. Et puis, on aura déjà des datas, des données, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même principalement ce qui nous manque sur ces métiers, c'est un manque de données pour savoir où on va, pour savoir si on va dans la bonne direction, et puis pour pouvoir retravailler avec l'ADEME ce qu'est le fonds de réparation et comment on le mène jusqu'à 2028. Nos hypothèses pour la deuxième vague, qui est donc janvier 2025, ou plus ou moins, et fin 2028, c'est comment on fait évoluer ce fonds de réparation, puisque le principe, c'est vraiment la vague 1, en fait, ça soit une vague d'expérimentation grandeur nature. Et une fois qu'on sera sûr de nous, on pourra se dire, OK, maintenant, il faut qu'on revoie ça, ça et ça. En particulier, peut-être que l'on aura besoin d'augmenter le nombre de réparations éligibles. On se rendra compte que finalement, les 5 et 4 qu'on a choisis initialement, c'est pas assez motivant ou ça ne nous amène pas assez de volume et il faudra qu'on en ajoute plus. Peut-être qu'on reverra les montants aussi à la baisse ou à la hausse en fonction des enseignements qu'on aura eus. Et puis, on a pour envie aussi de se coordonner avec les autres éco-organismes, puisque ReFashion est l'éco-organisme de la filière textile, mais vous connaissez peut-être déjà ceux liés à la filière électroménager, puisque le bonus réparation existe déjà dans la filière électroménager. Il y en a d'autres qui arrivent sur les articles de sport et de loisirs, sur le mobilier, et on a envie de mettre des actions en commun pour que ça ait un sens d'un point de vue citoyen, ces questions de réparation. Tout ça sont des hypothèses, évidemment. On va déjà se laisser le temps d'arriver en janvier 2025. Alors, en tant que réparateur, comment ça se passe, la labellisation? Je vous le disais, on a à peu près 11 000 réparateurs identifiés. Donc, on parle bien de cordonniers, de retoucheurs, et on parle également de quelques pressings qui proposent ces opérations de réparation et de cordonnerie, réparation textile et chaussures. Donc, nous, on a commencé à l'identifier. Maintenant, on a mis entre les mains d'une agence spécialisée dans du marketing direct le fait d'aller chercher des réparateurs pour qu'ils viennent se labelliser au fond. Le but du jeu, c'est qu'on leur transmette donc notre base de données et que dans cette base de données, ils identifient 3000 prospects qui sont réellement intéressés par le fonds. Ces 3000 prospects, le but du jeu, c'est de les transformer en réparateurs labellisés, puisqu'on s'est donné pour objectif d'ouvrir le fonds au public. Alors, il y a marqué septembre, mais on va se dire plutôt octobre, en tout cas au public, nous, septembre en off, d'avoir 500 réparateurs labellisés. 500, ça peut paraître peu sur une base de 11 000, mais il faut savoir que ces 11 000, ils sont peu fédérés, peu digitalisés, très peu digitalisés, c'est-à-dire qu'on a des chiffres qui nous viennent des fédérations et qui sont à prendre avec des pincettes, mais qui seraient de l'ordre de 50 à 80% des réparateurs non digitalisés, donc effectivement très compliqué à aller chercher. On est aussi sur des métiers, pour beaucoup, qui sont des gens issus de différentes vagues d'immigration et qui donc n'ont pas forcément le réseau qu'un artisan tel qu'on les connaît sur des métiers plus classiques pourrait avoir. Et donc, il y a plein de petites choses comme ça qui font que c'est très challengeant, à vrai dire, d'aller chercher 500 réparateurs labellisés. Et c'est pour ça qu'on a confié ça à quelqu'un dont c'est le métier. Donc, une fois qu'on aura nos 500 réparateurs labellisés, on l'espère donc septembre, octobre, on reprendra la même mécanique, on repartira notre base de 1000, on retrouvera des prospects intéressés et on amènera à nouveau des réparateurs labellisés dans le fond, puisque les pouvoirs publics nous donnent pour objectif à ce que d'ici 2025, nous ayons 1500 réparateurs labellisés. On parle bien de tout confondu, chaussures ou cordonnerie, chaussures ou textiles, pardon. La proportion aujourd'hui est de 60-40. Donc, on a à peu près sur les 11 000, 40% de cordonniers et 60% de retoucheurs. Et puis, le but du jeu aussi pour nous en parallèle, c'est évidemment de créer une fidélisation déjà de ceux qui se seront labellisés pour maintenir un lien privilégié.
Petit focus sur ce que va faire donc notre partenaire Tessie sur ce fameux recrutement. Donc, ils partiront évidemment de la base de données dont je viens de vous parler. À partir du 9 juin, va partir à peu près 10 000 courriers et emails sur tout le territoire. Quand je parle de territoire, je parle de Outre-mer compris, hein, évidemment. Dans ces courriers papier et dans les mails, c'est en gros un résumé de ce qu'est le fonds, de ce que ça va être dans le futur, le bonus, à quoi ça ressemble et toutes les informations possibles et inimaginables. Les montants, qui contacter, où avoir de l'aide, qui est concerné, etc., etc. Donc ça va partir le 9 juin. Il y a un process un peu particulier pour ce genre d'envoi. Donc, on estime une arrivée dans les boîtes aux lettres autour du 12 ou 13 juin, à peu près. À partir du 19 juin, on a un centre d'appel qui va contacter ces mêmes 10 000, 11 000 réparateurs identifiés. L'idée, c'est tout simplement une fois que vous avez reçu la plaquette qui vous explique tout, que quelqu'un vous appelle pour vous confirmer que déjà, ce n'est pas de la pub, c'est bien un vrai dispositif voulu par les pouvoirs publics, et puis de vous accompagner dans les démarches de labellisation si vous en avez besoin. C'est vous accompagner à identifier les pièces justificatives qui sont demandées, c'est vous accompagner vraiment sur une plateforme administrative qui, même si on l'a pensé de manière très simple, reste de l'administratif, donc pas forcément accessible à toutes et tous. Donc, ce centre d'appel, il est vraiment là pour ça, pour être une aide vraiment dans le détail à la labellisation. En parallèle de ça, à partir du 19 juin, on lance aussi sur l'Île-de-France une opération de porte-à-porte. Donc là, il y a à peu près 2200 cordonniers et retoucheurs qui vont être contactés par des agents locaux qui vont faire exactement le même travail que les appels sortant de notre centre d'appel et les courriers et les mails envoyés précédemment. Pourquoi l'Île-de-France? Parce que c'est la région où il y a le plus de concentration de réparateurs. Donc voilà, ça aurait été la Gironde, on l'aurait fait en Gironde. Ça veut dire que la Gironde, elle, c'est la région qui a le plus de réparateurs par habitant. L'Île-de-France a le plus de réparateurs au mètre carré, au kilomètre carré, parce qu'au mètre carré, je fais un peu… Au fil de l'eau, on va enrichir notre base de données avec les infos qu'on aura récoltées par notre porte-à-porte, par notre centre d'appel, par les envois de courrier email, et puis par les autres bases de données qu'on continue à agréger via des partenaires divers et variés. Et puis, ce qu'on appelle le marketing automation, c'est pareil, c'est au fil de l'eau, c'est l'idée de garder un contact toujours avec ceux qui ont manifesté de l'intérêt mais qui ne sont pas venus se labelliser, de voir avec eux pourquoi, est-ce qu'ils ont besoin d'aide, est-ce que ça ne les intéresse pas. C'est aussi garder un contact avec ceux qui se sont labellisés pour les tenir au courant de ce qui se passe, de comment ça évolue. Et évidemment, le but du jeu de toutes ces opérations-là, c'est que nos cordonniers retoucheurs atterrissent sur la plateforme de labellisation et se labellisent. Les critères de labellisation. Alors, on a d'abord des critères administratifs. Tout simplement, c'est de prouver de la bonne existence, de la légitimité de votre entreprise. Donc, un SIRET, un CABIS, une attestation de diligence de l'URSSAF, etc., etc. On demandera également la grille tarifaire sur les réparations éligibles, puisque on en aura besoin pour ensuite paramétrer l'outil qui servira au quotidien à déclarer le bonus réparation. On demandera également des critères de qualification, donc c'est-à-dire de justifier au choix, c'est pas 1, 2 et 3, c'est 1, 2 ou 3, ou 1 et 2, ou voilà, ça va être un peu à la carte, de justifier d'un diplôme, de justifier, s'il n'y a pas de diplôme, et on sait que c'est une profession où il n'y a pas besoin de diplôme pour exercer, d'équivalence, donc d'un CV avec des années d'expérience. Et en niveau 3, de justifier de preuves d'activité, donc de bien prouver qu'on a une coordonnée, une retoucherie qui est en bonne forme, avec des factures clients, des factures d'équipement, des factures de consommables. On est également en train de travailler en ce moment avec les fédérations et avec le CTC et l'IFTH, qui sont des institutions liées aux filières, sur un critère de qualité. Comment on ajoute cette notion de qualité, même si elle ne nous est pas demandée et que ce n'est pas dans nos missions à la base, dans le cahier des charges,
Il nous semble important aussi d'avoir cette notion de qualité pour mener la profession vers le haut. On aura au moment de la déclaration du bonus également des documents, des exigences à apporter. Il y aura des photos avant réparation et des factures liées à la réparation. C'est les seules preuves que l'on demande aujourd'hui aux réparateurs. Il y a un gros sujet autour de la lutte antifraude, autour de tout ça. Nous, on a une volonté de garder les choses les plus simples possibles, les moins lourdes administrativement possibles. Donc, tout le poids de la lutte antifraude, on l'a fait porter de notre côté par divers outils et moyens pour éviter au maximum de surcharger le réparateur administrativement pour prouver de sa bonne foi, etc. Donc, ça va être beaucoup de notre côté, des contrôles, de l'intelligence artificielle pour les vérifications des pièces, des audits, etc., etc. Les groupes de travail et les pouvoirs publics nous ont vraiment spécifiquement demandé d'être inclusifs et non discriminants et de faire simple, toujours. Donc, là encore, on parle toujours de la phase 1. On verra en 2025 comment on fait évoluer ce dispositif. À côté, vous voyez les critères obligatoires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des critères qui sont communs à tous les fonds de réparation, toute filière REP, donc responsabilité du producteur confondu. Et ces critères, ils sont nombreux de 3. Il doit y avoir 1500 km maximum entre le lieu de dépôt et le lieu de réparation. Le réparateur se doit de proposer une garantie de 3 mois sur les réparations. Et il se doit également d'avoir une communication claire envers son consommateur sur le dispositif. Donc là aussi, on a mis des choses en place pour répondre à ces 3 critères-là demandés par les pouvoirs publics. Je vous présente très rapidement à quoi ressemble la plateforme de labellisation. C'est illustratif simplement parce qu'il y a encore des petites choses de logo et d'images qui vont changer, mais en gros, quand vous arriverez sur la page de labellisation, on vous demandera assez basiquement de créer votre compte et comme toute inscription à quoi que ce soit, vous recevrez un mail pour confirmer la création de votre compte, etc. Et puis ensuite, vous aurez accès aux différentes étapes qui sont au nombre de 4 pour vous labelliser. Donc, vous devrez d'abord compléter quel type d'entreprise vous êtes, ensuite renseigner les informations sur votre entité légale. Ici, en saisissant le siret, automatiquement, toutes les informations enregistrées auprès de l'INSEE, etc., s'afficheront. Et puis, derrière, on vous demandera de télécharger votre CABIS, votre attestation fiscale, votre RIB, etc. On vous demande également le chiffre d'affaires de l'année passée. C'est pour nous un moyen de contrôler l'effet inflationniste qu'il pourrait y avoir et qui, évidemment, est un enjeu sur la vigilance qu'on doit avoir sur le fonds réparation. Les expérimentations, donc, on les a menées, je vous le disais, au mois de mars-avril. Ce sont des expérimentations qui ont été ce qu'on appelle quali et non quanti, c'est-à-dire qu'elles ont été axées sur la qualité et non sur la quantité. Donc, c'est un panel de réparateurs, retoucheurs et cordonniers qui a été fait, et des marques également, et à qui on a mis entre les mains les premiers dimensionnements du fonds, et on leur a demandé de le tester avec leurs clients live pendant 15 jours. À quoi ressemblait donc le soutien prix, le bonus réparation au moment où on leur a mis les mains entre les mains? À ça. Il y avait donc 5 réparations côté textile, 5 réparations côté chaussures, avec des montants de bonus variant selon la typologie de la réparation, la typologie de la fourniture pour réparer ou de la matière. C'était assez large encore à ce moment-là. On avait ces prix, ils ont été fixés selon un code assez simple. On avait un prix moyen, on avait une petite étude de prix qui nous disait le prix moyen de chacune des réparations. Et le cahier des charges nous disait qu'on devait soutenir à minima hauteur de 10%. Nous, on savait que via notre étude de consommation, que 10%, ça ne se passerait absolument rien et qu'à partir de 20%, ça commençait à être significatif. Au vu des montants qui nous sont alloués, on pouvait se permettre d'aller plus haut, plus loin dans les subventions. Donc, avec les groupes de travail, on a identifié à l'époque ce que l'on mettait à hauteur de 25%, ce que l'on mettait à hauteur de 35%, en fonction soit du volume que ça pouvait apporter, soit du
du prix final de la réparation qui pouvait être élevé par rapport à plus élevé que d'autres. On a aussi créé une sorte de palier, c'est-à-dire que ce montant de réparation, de bonus réparation, ne doit pas représenter plus de 60% d'un coût final, puisqu'évidemment, l'idée, ce n'est pas de faire en sorte qu'un client n'ait plus rien à payer sur sa réparation. On se doit quand même d'être pédagogique, donc si on réduit à 0, ça n'a plus de sens, et ou même à l'inverse de descendre en négatif. Donc, on a effectivement mis un plafond pour le bonus réparation. Ce qui fait qu'à l'époque, le prix le plus bas pratiqué était celui de 10 € pour répondre à ce critère. Nos expérimentations, comment on les a menées? On a commencé par faire 4 groupes de 4 artisans où des interviews ont été menées. Le but du jeu, c'était de recueillir des retours assez spontanés, des idées, des attentes sur le fonds réparation, les difficultés qu'éventuellement on pourrait rencontrer aussi bien d'un point de vue administratif que pratique, et de prendre un peu leur état d'esprit avant de se lancer sur le terrain. Ensuite, on a lancé les expérimentations terrain donc avec 10 artisans, un peu partout en France. On allait du sud au nord. Ensuite, à l'issue de ces 15 jours d'expérimentation, 4 réparateurs plus spécifiques ont été sélectionnés pour faire un peu une sorte de mise à plat après coup de ces 15 jours passés, sachant que pendant les 15 jours, on a quand même beaucoup dialogué en direct et pour ajuster les choses vraiment en temps réel. En parallèle, des interviews ont été menées avec des marques qui ont déjà des projets réparation intégrés. Et puis, fin avril, on a mouliné tout ça et on a retravaillé tout ce qui nous avait été remonté des expérimentations. Qu'est-ce qui nous a été remonté? La première chose qu'il fallait retenir, c'est qu'il y avait une grande motivation de la part des professionnels qui ont participé à l'expérimentation et qui avaient une vraie envie de participer à ce fonds et à ce que ça pouvait amener comme amélioration sur leur métier, sur leur quotidien, aussi bien en termes de business que de savoir-faire, que de trafic dans leur boutique, etc. Le deuxième enseignement, on le connaissait déjà un peu, mais il nous a été confirmé, c'était de faire simple sur tous les sujets. Il n'y avait pas de possibilité de faire autrement, il faut faire simple. Et la troisième attente, c'est qu'il y ait de l'ampleur, que tous les moyens qu'on déploie, évidemment, fassent pas un flop et qu'il y ait un vrai enthousiasme autour de tout ça et qu'il y ait un changement sociétal sur les questions de la réparation. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a suivi les recommandations, tout simplement. On a effectivement simplifié le barème pour éviter les hésitations, les réclamations, aussi bien côté métier que côté client. On a imaginé une identité visuelle qui valorise la réparation. On avait déjà, et on leur a fait tester pendant les expérimentations, les logos qu'on avait commencé à imaginer. On avait imaginé quelque chose d'assez moderne, d'assez impactant déjà. On est juste revenu un tout petit peu en arrière pour avoir quelque chose de plus statutaire. On nous avait demandé de faire attention à ce que ça ne fasse pas non plus trop… gadget, c'est un peu fort comme mot, mais en tout cas que ça soit légitime, que ça soit institutionnel, qu'on n'aille pas se dire c'est une pub, c'est quelque chose qui passe et qui n'a pas d'intérêt. On nous a demandé également à ce que les kits, en tout cas toute la pédagogie qu'on va mettre en place pour aider à la mise en place du dispositif soit simple, tout comme les kits de communication. On nous a également demandé, et on a évidemment pris ce point aussi avec beaucoup d'intérêt, de comment on sensibilise la jeune génération et les consommateurs de fast fashion à cette problématique de la réparation. Et de manière générale, pour les consommateurs, on nous a demandé d'être très pédagogues sur ce qui est réparable, sur comment on peut faire, où trouver des artisans, ce qui revient en fait aux freins qu'on avait identifiés dans nos études consommation en juillet dernier. Et puis, de ne pas hésiter à aller chercher des partenaires. Et ça, je pense qu'on le fait déjà… on le faisait déjà, on n'a fait que le renforcer. Qu'est devenu notre bonus réparation après les expérimentations? Il a effectivement été simplifié. On a fait des regroupements de catégories.
On a également simplifié les prix. On en a diminué certains, on en a augmenté d'autres. Le but du jeu était de toujours rester à un prix moyen de 10 € et quelques, puisqu'il ne fallait quand même pas qu'on surconsomme l'enveloppe qui était à notre disposition. Et puis, il fallait également qu'on soit vigilant à ne pas avoir des bonus trop élevés par rapport au plafond de 60% que je vous expliquais tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on exclue trop de monde simplement parce que leur prix serait un peu trop bas. On a donc ces réparations qui sont définitives pour la phase 1, comme je vous le disais. Donc, côté textile, on a le remplacement de zip avec une nuance de prix suivant la taille du zip. On a une réparation de déchirure d'accroc ou de trou, changement de doublure, là aussi avec 2 niveaux différents, et une réparation de couture défaite, là aussi avec 2 niveaux de difficulté différents. Côté chaussures, on a également le remplacement de zip, qui est la seule réparation commune, avec 2 niveaux de taille. Alors, le côté métier chaussures, ils ont préféré l'acter en termes de centimètres. Donc, voilà, c'est écrit comme ça. Le remplacement d'embout de talon, le changement, enfin la pose même, parce que ce n'est pas changement, pose de patin ou de demi-semelle, le ressemblage qu'on distingue en fonction de la matière, et les opérations de couture-collage. Petite précision que je n'ai pas faite auparavant, on parle bien de réparation, donc on parle bien de remettre en état un produit qui a une défaillance technique liée à son usage et à son usure. Je vous précise ça parce qu'on ne parle pas de mise à taille, donc par exemple, faire un ourlet sur un pantalon neuf n'est pas considéré comme une couture défaite, par exemple. On ne parle pas non plus de customisation ou d'upcycling. On parle vraiment bien de réparation. Elles sont applicables à toute typologie de produits. On n'a pas fait de distinguo de produits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous, une réparation d'accroc, qu'elle se fasse sur un pull, une chemise, une veste, un pantalon, une jupe, ça n'a pas d'incidence sur le bonus. Il est applicable à tout type de réparation, de produit, pardon. Les outils de communication, je vous présente rapidement ce que l'on a imaginé. Donc, vous voyez ici le bonus réparation qui est actuellement en phase de test auprès d'un panel consommateur quantitatif, celui-ci, contrairement au qualitatif sur les expérimentations du bonus, et qui donc peut être amené à évoluer, et qui est un mélange de ce que nous avions imaginé et de ce qui nous a été remonté des expérimentations terrain. Vous voyez en dessous le petit dépliant qui va donc atterrir dans les 10 000 boîtes aux lettres d'ici peu, où évidemment il y en a un pour côté cordonnerie et un côté retoucherie, avec le calendrier, avec les grandes étapes de labellisation, avec les montants que je viens de vous proposer, avec le numéro vert qui sera disponible pour appeler notre centre d'appel, avec le site internet, avec le site de la plateforme de labellisation, avec également des QR codes qu'on pourra scanner pour avoir des explications en animation plutôt qu'à l'écrit si on préfère. C'est ce kit de communication qui va, c'est ce flyer qui va être ensuite décliné en kit de communication. Donc en affiche, en flyer, en vitrophanie comme vous le voyez à droite, en publicité sur lieu de vente et peut-être d'autres formats qu'on verra apparaître au fur et à mesure. Ces kits de communication, ils seront à disposition des réparateurs, que ce soit en physique ou en digital. Ça me fait penser que je ne vous ai pas précisé une chose quand on parle de réparateurs. C'est au sens très large, c'est-à-dire qu'on parle aussi bien de réparateurs indépendants tels qu'on les connaît, de petites entreprises individuelles de centre-ville, par exemple, que d'acteurs digitalisés, que d'entreprises qui auraient des franchises, que de marques qui offrent une prestation de réparation. Vraiment, le panel est très, très large. Évidemment que notre cible centrale est celle des réparateurs indépendants, puisque c'est ceux qui créent le volume, mais ce n'est pas limité à ça. Je précise juste aussi, vous voyez à droite, vous avez le bonus réparation, donc le logo tel que je vous en parlais. On a imaginé aussi quelques phrases qui pourraient être des phrases de raccroche qui pourraient s'ajouter au logo.
Et on est également en train de travailler sur un petit logo supplémentaire. Tout ça pourrait vivre indépendamment les uns des autres. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut transformer votre vitrine en affichage géant. C'est ce petit réparateur labellisé qui est là avec le logo de Refashion au milieu. C'était pour appuyer un peu la légitimité du dispositif auprès du consommateur. Les fameuses actions complémentaires, donc toutes ces actions qui vont être menées en parallèle du bonus réparation pour en garantir son succès. Je vous donne là une illustration de ce qu'elle pourrait être. On a identifié 3 types d'actions. On a identifié celles qui vont être de l'ordre du lancement du fonds, puis de sa promotion dans le temps, et qui vont être pilotées vraiment par nous, Refashion. Donc, on va aller chercher des partenaires, des prestataires, et ça va être très tourné autour de la visibilité du dispositif et des réparateurs. Donc, notre cartographie, comment on recrute nos réparateurs, tout ce que je vous ai expliqué précédemment, et puis les opérations de communication au national, au local, envers les professionnels, envers le grand public, etc. La deuxième action qu'on va mener, c'est celle qui est directement vers les réparateurs. On imagine un guichet où chacun pourrait venir chercher une aide financière selon un barème fixe pour différentes problématiques. On parle de formation, on parle de visibilité en ligne, on parle de financement d'aide à la digitalisation ou plus simplement de choses qui auraient trait à la gestion quotidienne du bonus réparation. La troisième enveloppe, qui va fonctionner sur un principe d'AMI, donc d'appel à manifestation d'intérêt, c'est toutes les actions qui pourront être menées par différents acteurs, des facilitateurs, des fédérations, des associations ou toute autre tête de réseau qui pourrait se manifester. Et on distribue des enveloppes au cas par cas, suivant différents critères. C'est le principe de l'AMI, d'appel à manifestation d'intérêt. Et ces actions se doivent de répondre à des initiatives en faveur de la réparation et de l'auto-réparation. Je ne l'ai pas évoqué jusque-là, mais dans le cahier des charges, il nous est bien demandé de sensibiliser le citoyen autant à la réparation qu'à l'auto-réparation. Donc là où on est assez limité sur la partie bonus réparation et où on s'adresse aux professionnels de la réparation avec un nombre de réparations limité, sur les actions complémentaires, étant donné qu'on a cette notion d'auto-réparation, on peut avoir quelque chose de plus ouvert. Donc ça, on est en train également de l'étudier et puis ça va se mettre en place au fur et à mesure aussi des sollicitations que l'on va recevoir. Les prochaines étapes, eh bien, je vous le disais, l'ouverture de la plateforme de labellisation est imminente puisqu'elle est déjà opérationnelle, mais nous l'ouvrons officiellement le 15 juin, de façon à ce que ça colle avec les autres dates que vous avez vues précédemment, les courriers qui vont être envoyés, le centre d'appel qui va contacter, etc., etc. Donc, à partir du 15 juin, vous pourrez venir vous labelliser sur notre plateforme et faire partie donc de nos 500 réparateurs. On n'a pas imaginé de récompense au premier labellisé, mais vous aurez toute notre estime. On continue à enrichir notre outil informatique puisqu'aujourd'hui, il a été développé vraiment pour les réparateurs indépendants, puisque je vous le disais, c'est le gros de la masse. Mais évidemment, on est en train de mettre en place des solutions qui permettront aux metteurs en marché, aux marques ou aux franchisés, etc., d'automatiser un peu tout, pour que ce soit bien des choses d'un point de vue labellisation que plus tard, en octobre, l'automatisation de la déclaration du bonus, par exemple. Donc, tout ça va continuer. On lancera notre campagne sur différents moyens de communication envers le grand public, donc en septembre. Et comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le lancement du fonds avec nos 500 réparateurs labellisés, lui, se fera à partir de mi-octobre, si donc on a bien atteint notre cible des 500. Pour les marques, et pour les marques, donc la labellisation est tout à fait possible à partir du 15 juin. C'est juste que l'outil n'est pas optimisé pour simplifier la chose. Et pareil, pour ce qui est du bonus en
mi-octobre, ça sera la même logique. Mais il n'y a pas de restriction à venir se labelliser en tant que marque dès maintenant. C'est juste que c'est un peu plus long, mais on pourra également vous accompagner là-dessus si vous voulez le faire dès à présent. Je suis sûre que j'ai oublié des choses, mais on est déjà rendu à 1 heure de présentation, donc je vais laisser la place aux questions. Alors, quand est-ce que l'AMI va ouvrir? Quelles structures sont éligibles? On est en train de définir les détails de l'AMI. Donc, je ne peux pas vous donner de date pour le moment, mais c'est une question de mois. Hein, ça va pas être d'ici 2 ans. Et toute structure sera éligible. En fait, nous, on est en train de créer une grille qui répondra à différentes attentes que l'on a sur la question de la sensibilisation grand public ou réparateur à des problématiques liées à la réparation. Et quelle que soit votre structure, parce que c'est ouvert aussi bien, effectivement, comme je vous disais, aux associations, aux fédérations, mais pourquoi pas aux metteurs en marché aussi, aux marques. Si vous rentrez dans la grille, alors vous serez éligible aux actions complémentaires. Alors, si on n'a pas eu 500 réparateurs labellisés en octobre, est-ce que ça reportera le lancement? Ça sera à voir sur le moment. Si on a atteint 200 réparateurs, oui, ça va reporter le lancement. Si on en a atteint 480, non. En fait, ce que je ne vous ai pas précisé avec toute la logique de recrutement de nos réparateurs avec notre partenaire, c'est qu'on va suivre vraiment très finement. En fait, on est en train aussi de mettre en place un outil de géomarketing qui va nous permettre de suivre très finement la progression de la labellisation. Donc, si on voit qu'il y a des zones blanches où des gens il n'y a personne qui s'est manifesté, en fait, nous, on va mobiliser des forces supplémentaires sur ces régions-là pour aller chercher du monde. On va faire également évoluer notre argumentaire en fonction des retours qu'on aura, etc. Donc, en fait, bien sûr que c'est ambitieux parce que, pour rappel, les D3E, qui sont donc les éco-organismes de la filière électroménager, eux, donc nous, on est 11 000, eux, ils sont 4 fois plus, ils sont 40 000, et ils se sont laborieusement lancés au mi-décembre 2022, puisqu'ils avaient obligation de se lancer en 2022, avec, si je ne dis pas de bêtises, 350 réparateurs labellisés sur 40 000. Donc, c'est vous dire, et dans ces réparateurs, ils avaient les darty, les boulangers, etc. Donc, c'est vous dire si c'est compliqué d'aller chercher des réparateurs. Après, on ne peut pas vraiment se comparer parce qu'on n'a pas du tout les mêmes typologies d'acteurs, on n'a pas les mêmes moyens non plus. Nous, on a cette chance d'avoir l'enveloppe des actions complémentaires qui nous permettent de mettre des gros moyens sur ce recrutement. Juste, je ne vais pas vous donner de montant, mais juste pour vous donner une idée, l'argent qu'on investit, le budget que l'on met dans le recrutement des réparateurs, il est équivalent à l'argent que l'on met dans la création de notre outil informatique, et ce sont nos 2 plus gros budgets. Donc, c'est vous dire les moyens vraiment que l'on met en place pour aller sensibiliser tous ces métiers et pour qu'ils viennent se labelliser. Donc, moi, je suis hyper optimiste et mes 500 réparateurs, j'y crois fort, parce que sinon, c'est déprimant. Bonjour, avez-vous prévu de rendre public les données de réparation, type de vêtements, chaussures réparées, année d'achat, permettrait de voir. Ouais. Alors, nous, on va tout piloter, on va récolter énormément de data avec ce dispositif, ce qui est évidemment le but de la manœuvre, puisque aujourd'hui, l'ADEME a réussi à avoir des data en 2019, quand ils ont commencé à imaginer tout ça, mais ils se sont évidemment un peu confrontés aux écueils qu'on a connus aussi, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, peu de digitalisation, donc peu de remontées possibles, ils sont appuyés sur les fédérations, etc., tout comme on l'a fait, mais on a besoin maintenant d'enrichir tout ça. Donc là, l'outil qu'on a mis en place, il va nous permettre tout ça, et effectivement, on a de prévu avec l'ADEME en 2025 une mise à plat de toutes ces données, et donc il y aura un partage effectivement des données, et puis nous on va voir comment au quotidien, peut-être ça sera sous forme de newsletter, où on verra comment effectivement on fait redescendre l'info aussi côté réparateur et côté citoyen sur tout ça. Les marques qui font réparer les produits de leurs clients à leurs frais pourront-ils bénéficier de bonus si les réparateurs sont labellisés? Non, le dispositif, il est bien à destination du citoyen.
Donc, en tant que marque, si vous avez, par exemple, je pense à certaines marques qui ont des actions de garantie à vie sur certains de leurs produits, déjà, la notion de garantie fait que ce n'est pas éligible. Pour rappel, même si c'est très peu connu, c'est 3 ans, 2 ans, 3 ans, 2 ans. La garantie, aujourd'hui, si un consommateur a un problème sur un produit textile, un problème avéré qualité, non pas un problème d'usure, il est en droit de se retourner pendant 2 ans vers la marque pour faire jouer la garantie. Donc, on est censé, bien sûr qu'on n'a aucun moyen de contrôle en tant que réparateur, mais on est censé en tant que réparateur, si on constate par exemple un défaut sur un produit qui semble neuf, de plutôt orienter son client vers la marque que de prendre en charge la réparation. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Je suis en train de m'éloigner de la question complètement. Et donc, oui, pour une marque qui proposerait une offre de réparation, et non, il faut que ça soit une réparation payante pour le consommateur, puisque le but du jeu, c'est bien que le consommateur se présente en boutique, quelle qu'elle soit, qu'on lui annonce qu'une réparation de zip sur sa veste, c'est 50 €, mais qu'il ne va pas payer 50, mais qu'il ne va payer que 35 parce qu'il y a 15 €, je dis n'importe quoi en remontant, mais vous avez compris le principe, parce qu'il y a 15 € qui seront pris en charge par Refashion. Donc, il faudra bien une facture finale du client pour répondre à ça. À partir de quand pouvons-nous communiquer sur vos actions auprès des réparateurs dans nos réseaux que pouvons-nous pas dire ah oui, qu'est-ce qu'on peut dire ou pas dire vous allez recevoir, on est en train de le finaliser, un kit complet de communication avec un communiqué de presse, avec tout ce qu'il faut pour effectivement partager des éléments en digital ou en physique, si vous le souhaitez, à tout ce qu'on a appelé nos têtes de réseau, donc et nos facilitateurs, donc les fédérations, les associations consommateurs, ce que l'on veut, en fait, les fédérations même plus largement, parce que là, quand je parle des fédérations, je parle principalement, évidemment, des fédérations cordonnerie, retoucherie, mais il y a aussi des fédérations liées au prêt-à-porter, liées à la chaussure, etc., qui sont tout à fait légitimes pour relayer cette information auprès de leurs adhérents. Donc, on fournira tout ça très, très rapidement et en fait, ça sera disponible sous forme de kit très rapidement. Voilà, pas d'inquiétude là-dessus. Au contraire, tout relais est bienvenu. La prise de photos pour chaque tactique sera nécessaire pour obtenir la subvention. Oui, en amont en tout cas. On a supprimé, au début, on l'avait envisagé en amont et en aval. On l'a gardé juste en amont. C'est le peu, je vous expliquais tout à l'heure qu'on est quand même assez challengé sur la partie anti-fraude du bonus, qui n'est pas des effets d'aubaine, etc. Il fallait quand même qu'on garde à minima de contrôle pour s'assurer que ce n'était pas tout et n'importe quoi qui était fait côté réparateur, même si on a envie de croire en la bonne foi de toutes et tous. Bon, on sait aussi que dès qu'il y a possibilité de fraude, on a toujours pour s'engouffrer. Donc, effectivement, la photo avant réparation est toujours demandée et sera faite via l'outil qu'on vous mettra à disposition, évidemment. Là aussi, l'outil, je ne l'ai pas précisé, mais face à cette population fortement peu digitalisée, on a imaginé à minima qu'il y aurait un smartphone dans les boutiques diverses et variées. Et donc, on est en train de créer une application qui servira à déclarer le bonus. Et donc, via l'application, directement, on déclenchera l'outil photo pour prendre sa photo, on déclenchera l'outil photo pour prendre en photo la facture si on ne la télécharge pas, etc. L'outil application n'est pas le seul outil. Je vous parlais tout à l'heure des développements informatiques que l'on est en train de faire pour les autres acteurs que ceux qui ne voudraient pas utiliser l'application. On travaille sur un système d'API, donc qui est un outil pour faire dialoguer entre différents systèmes. Via le système d'API, je sais qu'il y a certains logiciels de caisse qui prennent déjà, par exemple, en compte cette option de prise de photo. Donc, en fait, il suffira juste de le faire communiquer avec notre dispositif pour que ça soit compliant, que ça soit compatible. Merci. Vous comptez les pressings dans les 11 000 prospects? Oui, il y a quelques pressings. On est en train de les qualifier pour identifier ceux qui font de la retouche, ceux qui font de la retouche et de la réparation, ceux qui font de la retouche, de la réparation et de la cordonnerie, etc. Mais oui, on les a comptés. Par contre,
tout ce qui est pressing recevra sûrement dans un temps 2 le petit flyer dont je vous parlais tout à l'heure, puisqu'on est encore en train de qualifier cette base de données. Pourquoi ne pas demander aux consommateurs de se faire rembourser directement par eFashion pour ne pas faire porter le poids administratif sur le réparateur? Alors, on l'a complètement envisagé. Ce n'est pas du tout une option qui est écartée. On l'envisage pour un temps 2. En fait, si on le fait porter par les réparateurs en temps 1, c'est parce qu'on espère avoir, via les réparateurs, une mobilisation assez forte et avoir une couverture du territoire forte également. Et notre idée, c'est simplement une fois qu'on aura un certain nombre de réparateurs labellisés et que l'offre sera répartie sur le territoire, alors on pourra l'ouvrir aux consommateurs. On ne voulait pas se retrouver avec un enthousiasme côté consommateur et puis personne en face pour répondre à ce besoin. C'est pour ça que pour le moment, on le fait porter côté réparateur, mais on ne ferme pas du tout la porte à le faire porter côté consommateur. Et puis, c'est aussi pour une autre raison, c'est que, comme je vous le disais, comme on a très peu de data, très peu de visibilité sur ce qu'est réellement ces métiers, on préfère, dans un temps 1, le lancer avec les réparateurs pour s'assurer de ce que l'on fait avant de le proposer aux citoyens. Pourquoi les magasins seront-ils labellisés plus tard à l'automne? Alors, je pense que j'ai plutôt répondu. Ouais, mais donc c'était bien pour spécifier. C'est juste que l'outil informatique tel qu'il est prêt aujourd'hui, c'est juste qu'il est un peu plus laborieux. Effectivement, Stéphane, par exemple, qui a 40 boutiques, vous pourrez faire à la main la saisie de vos 40 boutiques si vous le souhaitez. Maintenant, voilà, si vous voulez attendre un peu, eh bien, vous pourrez aussi importer en lot les informations plutôt que de faire de la saisie main. Mais l'outil est prêt, c'est vraiment pas restrictif. Pouvez-vous réexpliquer comment fonctionnera la limite de 60% du coût total de la réparation? Oui, en fait, comme je vous le disais, le bonus réparation, il ne faut pas qu'il couvre entièrement le prix de la réparation proposée par le réparateur. Il faut... C'est une aide, ça doit rester une aide, ça ne doit pas rester ça doit pas devenir un espèce de coût zéro pour le citoyen. On est vraiment sur une action pédagogique. Donc, on a effectivement placé un plafond où si le prix global de la réparation est trop faible, eh bien, le bonus ne peut pas s'appliquer. C'est ça le concept. Et en fait, comme on vous fait déclarer votre grille tarifaire en entrée, eh bien, via l'outil vous dira automatiquement, si vous faites une saisie de prix trop bas, que vous êtes en dessous et que donc ce n'est pas éligible. Alors, quand les metteurs en marché pourront proposer un service de réparation en lien avec un professionnel dans les magasins? Quand vous voulez. Nous, on n'a pas de... Au contraire, le plus tôt sera le mieux. Nous, on est prêts à... Ce n'est pas notre rôle de mettre en place des dispositifs à votre place, mais par contre, on peut complètement vous mettre en réseau avec des choses qui existent déjà, discuter avec vous en tête-à-tête pour vous donner peut-être des indices un peu plus précis, etc. Donc, il n'y a pas de restriction. Le lien entre réparation et communication intervient au moment des déclarations. Non. Non, il n'y a pas de lien pour le moment entre réparation et éco-modulation. Mais c'est des sujets sur lesquels l'équipe production travaille. Évidemment, la boucle se bouclant à un moment donné, indice de réparabilité, éco-modulation liée à la réparabilité. Voilà, la boucle se bouclera. Mais là, ça n'a pas d'incidence aujourd'hui dans ce qu'on est en train de vous présenter, c'est-à-dire l'application du bonus réparation. Pourquoi dissocier le lancement de la campagne grand public de la mise en œuvre du fonds? N'y a-t-il pas un risque que la campagne de communication soit oubliée? Alors, on dissocie pour la raison que je vous ai exposée tout à l'heure, c'est-à-dire que pour que le dispositif fonctionne, il faut qu'on ait des réparateurs labellisés. Si on ouvre le dispositif aux citoyens et qu'on a 2 réparateurs labellisés sur la France, il ne va rien se passer. Donc, c'est pour ça qu'on se donne ce temps 1 de labellisation, où là, on a une forte campagne de communication B2B pour aller mobiliser les réparateurs, pour les sensibiliser, enfin, vraiment pour les emmener dans le sujet. Et une fois qu'on aura du monde de labelliser, là, on mettra les moyens sur le citoyen pour pouvoir le sensibiliser
au dispositif. À quel horizon de temps prévoyez-vous un premier bilan sur le bonus? Eh bien, normalement, 2025, puisqu'on a identifié la phase 2 du bonus en 2020, janvier 2025. Donc, d'ici là, on pourra. Est-ce que je crois que j'ai répondu à tout? Si vous avez d'autres questions, sinon, pour rappel, hein, donc, on a enregistré le webinaire et donc il sera proposé en version enregistrée prochainement. Et Je vais répondre à une dernière question qui est intéressante. Est-il prévu une équité d'utilisation du fonds entre textile et chaussures? Il n'y a pas de distinguo. Nous, effectivement, on a une proportion 60-40 en termes de nombre de réparateurs, mais il n'y a pas de distinguo. Les montants des bonus, etc., on a essayé de les faire à peu près équitables, mais là encore, ce sont des remontées terrain liées aux problématiques de chaque métier. Mais il n'y a vraiment il y a eu aucune restriction sur ce temps-là. Alors après, ça commence avec des questions techniques. Bon, je vais répondre rapidement, mais on pourra toujours… je pense qu'on lancera un autre webinaire en septembre au moment où la plateforme de déclaration sera prête pour répondre aux questions plus techniques de déclaration du bonus. Combien de temps entre la déclaration et le règlement du bonus? En fait, c'est pratiquement instantané. Alors, ce n'est pas instantané dans le sens où on ne va pas vous rembourser dans l'instant, mais en fait, nous, on est en train de mettre en place tout un système d'automatisme qui fait qu'à partir du moment où vous déclarez les réparations, on part du principe qu'elles sont remboursables. Et à la demande des métiers, on a mis en place un virement automatique le 30 de chaque mois. L'idée, c'était de se caler sur l'exercice comptable de chacun. Et puis, si pour une raison X ou Y, on se rendait compte que non, telle déclaration de bonus était erronée, en fait, on a la capacité, nous, sur le mois d'après, de créer un crédit. En fait, on ne va pas vous demander de nous rembourser. En fait, on va simplement créer un crédit sur la facture du mois d'après. Je crois que c'est bon. On a fait le tour pour les questions généralistes. J'ai vu qu'il y avait des questions un peu plus spécifiques. On reviendra, on les a notées et on reviendra en direct. C'est bon pour moi, je crois. Je crois que c'est bon. Donc, la prochaine étape clé, c'est évidemment la labellisation. 15 juin. Voilà, ça c'est vraiment la prochaine étape et c'est l'exercice ambitieux qu'on est en train de mener, comme l'a expliqué Elsa. Et tout ce que vous pourrez faire à votre échelle pour engager les artisans, les marques à se labelliser fera un bien fou à la fois à la profession et effectivement aussi à la réparation. Voilà. Donc on a mis tous les moyens et donc comme dit Elsa, nous sommes optimistes sur le résultat de cette opération. Voilà, je crois que tu as Elsa, peut-être que tu as une slide finale où on a oui, mais oui, c'est vrai, pardon. Voilà. Je dis merci quand même. Merci d'avoir été présent. Effectivement, vous avez été très nombreux, donc ça c'est très chouette. Ça veut dire qu'il y a un vrai enthousiasme là-dessus de toutes parts. Donc merci beaucoup. Vous avez là le site. Ouais, j'adore les petits pouces, les petits cœurs et tout. J'adore. Mettez des petits cœurs. Donc si vous voulez plus d'informations, il y a le site de Refashion et les petits cœurs qui apparaissent de partout. Il y a le site de Refashion qui est évidemment disponible, qu'on n'a pas encore updaté, donc qui est encore très généraliste pour le moment, mais qui évidemment sera complet au moment de la labellisation. Vous avez également l'adresse mail pour nous contacter, donc réparation@refashion.fr. N'hésitez pas. Et voilà, ce coup-ci, c'est bon. J'ai tout dit. Eh bien, parfait. Merci à tous. Merci. Merci.